la potentiation statique, la polarisation et la spectroscopie d'impédance électrochimique. Dans la partie expérimentale, il y a deux préparations, la préparation des équipes. Pour la préparation du matériau, on a préparé l'amalgame qui est constitué par deux constituants, la poudre, qui se compose essentiellement par l'argent, le cuivre, l'étain et des compositions minérales en zinc, et 50% du même. La deuxième préparation, c'est la préparation des extraits. On a préparé les extraits par deux extractions, l'extraction par macération pour obtenir l'extrait à peu et l'extraction par sorcier pour obtenir l'extrait éthanol. Je commencerai moi la partie de résultat par la mesure de potentiel du circuit ouvert. Dans cette partie, il y a une figure qui se présente le potentiel en fonction du temps pour l'extrait à peu et pour l'extrait éthanol. Pour le potentiel de l'unité à la salle artificielle sans l'ajout du moteur est moins 0,28 volts. Et avec l'ajout de concentration, il y a une variation du potentiel vers une direction négative, soit pour l'extrait à peu ou bien pour l'extrait éthanol. Et cela se traduit par la réduction de la partie active. Après la méthode de potentiel statique et que le potentiel électrode est stabilisé, on a tracé le diagramme de l'unité d'amalgame pour l'unité salivaire sans et avec l'ajout de l'unité. Après ces diagrammes, que le rythme elle reste la même, quelle que soit la concentration du terme de l'émission et plus particulièrement la taille de la petite capacité augmente avec l'augmentation de la concentration de l'émetteur plasmatique. Le tableau suivant montre les résultats obtenus par les diagrammes d'appétence. Et après tout tableau, on se conclut que l'efficacité électrique augmente avec l'augmentation de concentration et que R1 et R2 augmentent aussi. R1 c'est la résistance du fil, et R2 c'est la résistance de choc. La dernière technique, c'est la technique de polarisation. On a tracé les courbes de tableau et on actionne eux. Et on peut remarquer après ces deux courbes que les courbes, il y a une variation de courbe vers une figure pathologique. C'est la même pour l'extrait éthanolique, sauf pour l'extrait éthanolique, il y a des potentiels qui sont très proches. Le tableau suivant montre les résultats obtenus par les courbes de tableau. Et après ce tableau, on conclut que l'efficacité électrique augmente avec la concentration du glucose qui atteint pour l'extrait à 2 78% et pour l'extrait éthanolique sur 65%. Et pour savoir une petite interaction entre l'émetteur et la tels que l'enduite et un film, nous avons montré pour l'enduite qu'il y a une condition de régression proche de 1. Et après cela, on a calculé la valeur de détaillée suivant l'équation suivante. On a obtenu une valeur négative, ce qui indique qu'il y a une absorption. Donc, on peut conclure que les extraits de plantes peuvent être utilisés comme un bon inhibiteur de corrosion efficace, naturel et respectueux de l'environnement pour l'amalgame dentaire pour la salive artificielle. Et que l'efficacité d'émission augmente avec l'augmentation de la concentration des extraits alcooliques et éthanoliques, et que le processus de corrosion est inhibé par l'absorption des extraits acteurs et l'éthanolisation du métal suivant le retard de l'enduit. Notre perspective, c'est de tester un autre extrait et faire un extrait comparatif, utiliser la technique de comparatif pour déterminer la molécule responsable à cette réaction et conclure le travail avec une étude clinique.
Oui. Bon, j'ai une question. Quel est le temps de contact? Et après le temps de contact, comment vous avez extrait le salé? Le salé, vous l'avez préparé ainsi que ça. Le temps de contact, c'était 1 heure d'émission. Après 1 heure d'émission, on a fait la préparation. Et les paramètres optimaux? Votre paramètre optimal pour comment vous avez choisi votre paramètre optimal? Le paramètre pour la parole? Par exemple, pH, température, paramètres qui influent sur l'absorption de la température et la température. Sinon, on passe avec Asiat, par an. Le cachlorobenzylidène interbenzotiazide dans une solution acide HCl1 sous la direction de mon professeur Surat Hijazi. Comme vous le savez tous, la complexité des phénomènes de corrosion réside dans le nombre important de méthodes expérimentales utilisées pour déterminer le taux de corrosion et de la nature des mécanismes intervenant lors de la manifestation de ce processus. Les études des inhibiteurs de corrosion restent un axe d'une grande importance aussi bien sur le plan scientifique que économique, vu le rôle que jouent ces inhibiteurs dans la protection contre la corrosion métallique et s'avère donc être l'unique moyen jusqu'à présent d'intervention à partir du milieu corrosif. Et cette méthode de contrôle reste facile d'emploi et moins coûteuse à condition que les produits utilisés ne soient pas très coûteux. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Dans un premier temps, nous allons effectuer une évaluation de l'efficacité inhibitrice de notre inhibiteur dans une solution acide de HCl1N en suivant des techniques de gravimétrie et des techniques électrochimiques telles que la polarisation potentielle dynamique et la spectroscopie d'impédance. Et nous allons achever par une conclusion. Première méthode utilisée est l'étude gravimétrique. Nous avons effectué des mesures gravimétriques de l'acide C38 dans une solution d'acide HCl1N avec différentes concentrations de l'inhibiteur organique utilisé. Ce tableau regroupe les différents paramètres tels que le taux de corrosion et l'efficacité inhibitrice pour toutes les concentrations.
De l'observation de ces résultats, nous pouvons conclure que notre inhibiteur possède d'excellentes propriétés inhibitrices de la corrosion de l'acier C38 en milieu HCl1M. Nous avons continué nos travaux par les tracés des courbes de polarisation potentiodynamique. L'addition des différentes concentrations de l'inhibiteur induit une diminution du courant cathodique. Cette diminution est d'autant plus marquée que la concentration d'inhibiteur est élevée. Les courbes cathodiques font apparaître une tendue où le long de I varie linéairement avec le potentiel, impliquant que la loi de Tafel est vérifiée dans le domaine cathodique. Les paramètres électrochimiques issus de cette méthode sont regroupés dans ce tableau. Nous pouvons constater une diminution de la densité de courant I de corrosion. Le potentiel et la pente cathodique restent constantes, ce qui implique que la réduction d'hydrogène est inhibée et que l'efficacité d'inhibition augmente avec l'augmentation des concentrations en inhibiteurs jusqu'à atteindre une efficacité de 92% à une concentration de 10 mol. De plus, nous avons achevé à l'utilisation de la spectroscopie d'impédance électrochimique afin d'acquérir plus d'informations sur les mécanismes de corrosion. Afin d'acquérir plus d'informations sur les mécanismes de corrosion et confirmer les résultats extraits de la courbe de polarisation, nous avons effectué des mesures d'impédance électrochimique. Et pour ce, cette figure montre la variation des diagrammes d'impédance en fonction de la concentration en inhibiteur. Nous pouvons constater que les diagrammes d'impédance ressemblent à des demi-cercles parfaits et que ceci est dû à la dispersion de la fréquence de l'impédance interfaciale due à l'hétérogénéité de la surface d'électrode. Cette hétérogénéité est due de la rugosité, des impuretés de dislocation, de l'absorption de l'inhibiteur et de la formation des couches poreuses. Les paramètres regroupés des mesures électrochimiques d'impédance sont regroupés dans ce tableau, tels que la résistance de transfert de charge et la capacité de la double couche. Nous pouvons constater que la résistance de transfert de charge et l'efficacité inhibitrice restent constantes au fur et à mesure que la concentration augmente, au fur et à mesure que les concentrations augmentent. Ceci est semblable, est associé à une diminution de la capacité de la double couche qui diminue. En effet, l'absorption des molécules inhibitrices à la surface du métal provoque induit que l'inhibiteur s'absorbe plus et que l'épaisseur du film organique augmente et que plus la capacité de la double couche diminue. Cette figure représente les trois méthodes utilisées, telles que la gravimétrie, la courbe de polarisation et la spectroscopie impédance pour les trois concentrations utilisées pour l'inhibiteur. Nous pouvons constater que l'efficacité inhibitrice augmente avec la concentration en inhibiteur et que pour chaque concentration de l'inhibiteur, les valeurs de l'efficacité inhibitrice sont très proches. Ceci nous permet de dire que les résultats obtenus par les trois méthodes sont en bon accord. D'autre part, nous avons procédé à l'étude de l'isotherme d'absorption, l'inhibition de la corrosion des métaux par les composés organiques et le résultat de l'absorption de ces derniers sur la surface métallique. L'isotherme d'absorption apporte d'utiles informations sur les interactions entre inhibiteurs et la surface métallique, la nature physique
ou chimique de l'absorption dépend de plusieurs paramètres, à savoir la nature du métal et de sa charte, la structure chimique de la molécule organique et le type d'électrolyte. Plusieurs isothermes d'absorption. Nous avons testé plusieurs isothermes d'absorption tels que Tenka, Frenka et Langmuir. Toutefois, il s'est avéré que Langmuir est le mieux adapté pour les résultats expérimentaux. Nous pouvons voir sur la figure, un très bon ajustement a été observé avec un coefficient de corrélation proche de 1. La droite a une pente très proche de l'unité. Ceci nous permet de dire que les données expérimentales sont bien décrites par le terme de Langmuir et présentent des caractéristiques d'absorption monocouche. L'isotherme d'absorption de Langmuir nous amène à suggérer que l'hypothèse d'existence d'un nombre déterminé de sites d'absorption et que chaque site ne peut accueillir qu'une seule espèce absorbée. Le modèle suppose qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules absorbées. De plus, l'énergie libre standard calculée est proche de moins 40, qui indique que la spontanéité du processus de chimisation de l'inhibiteur sur la surface de l'acide C38. Généralement, les valeurs absolues du détaché basé de 20 kJ par mol ou inférieures sont liées à des interactions électrostatiques entre les molécules chargées et le métal chargé, alors que celles proches de 40 kJ mol moins 1 ou supérieures impliquent un transfert de charge entre les molécules organiques et la surface métallique. Je m'excuse, je dois passer derrière. Et pour conclure, dans cette étude, nous avons essayé d'étudier l'inhibition de la corrosion de la CC38 par un inhibiteur organique dans une solution acide HCl-HCl-AM. Les méthodes utilisées pour la caractérisation sont les mesures de perte de poids, la polarisation de tension dynamique et la spectroscopie d'impédance. Les résultats obtenus nous ont révélé que l'efficacité d'inhibition pour la CC38 dans une solution de HCl-AM augmente avec l'augmentation de la concentration et que la densité de courant de corrosion diminue, le potentiel de corrosion change légèrement avec l'addition de l'inhibiteur dans la solution acide et que le dérivé benzotiazine est un inhibiteur de type cathodique. Et je vous remercie et je m'excuse. Vous avez des questions? Oui? Je vous remercie d'abord. Pourquoi vous avez travaillé sur une concentration 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 4 et 10 à la puissance 1? Pour être honnête, nous n'avons pas choisi la concentration. Le choix des concentrations n'était pas aléatoire. Nous avons testé plusieurs concentrations et nous n'avons représenté que les concentrations qui ont, soi-disant, une allure bien sophistiquée et qui, en parallèle, ont donné de bons résultats. Merci, mademoiselle. On passe au troisième exposé avec Soukaina Zahbi de l'Université Hassan II, Casa. Le titre de l'exposé, conception d'un facteur électrochimique utilisé pour l'analyse des particules. Donc, l'exposé a été reporté. Donc, on va passer directement au dernier exposé avec Mohamed Sader de l'Université Mohamed V. Bonjour. Mon travail de recherche porte sur l'étude de la composition chimique et de l'activité antioxydante du tétraclinus articulata ou le TUIA.
Je vous présenterai la problématique, les objectifs, l'expérimentation, les conclusions et les perspectives de recherche. Comme vous le savez, les plantes aromatiques présentent plusieurs propriétés extrêmement intéressantes pour la santé, notamment le pouvoir antioxydant pouvant neutraliser le stress causé par les radicaux libres sur les protéines et les lipides, endommageant ainsi les cellules. Et face à la toxicité parfois élevée des antioxydants synthétiques, la phytothérapie et la phytochimie restent parmi les pistes les plus intéressantes en ce sens, d'où notre intérêt pour le tuya. Nous nous sommes fixés comme objectif l'extraction des huiles essentielles et des extraits organiques de la plante Tetraclimus articulata du Maroc, l'identification des huiles essentielles par CPG couplé spectromas, le dosage des composés phénoliques dans les extraits et l'étude de l'activité antioxydante par le DPPH des huiles essentielles et des extraits organiques obtenus. Pour le matériel végétal, nous avons utilisé la Tetraclimus articulata, nommée aussi tuya de berbère, Ara ou Nava. Cette plante est caractérisée par un bois très résistant à la pourriture. Il est utilisé dans le traitement des infections intestinales et respiratoires, le diabète et l'hypertension. On a réalisé notre étude sur les sciures, les cornes et les feuilles du tuya issus de Rouissette. Sur celui de Sidifni, nous avons pris juste les feuilles comme matériel d'étude. Concernant les méthodes expérimentales, les huiles essentielles ont été extraites par distillation à l'aide d'un clévenger et les extraits organiques ont été préparés avec des solvants différents à l'aide d'un soxlé. Nous avons réalisé des tests phytochimiques pour détecter quelques familles de métabolites secondaires tels que les alcaloïdes, les flavonoïdes, les tannins, les saponosides, les stérols et les polyterpènes. Pour doser les polyphénols, on a utilisé le réactif de Founin-sur-Canto à 10%. On a mis l'absorbant et le carbonate de sodium. Après 2 heures, on a mis l'absorbance à 765 nanomètres. À différentes concentrations, l'acide gallique a servi de référence. Pour doser les flavonoïdes cette fois, on a utilisé le trichlorure d'aluminium à 2%. Après 10 minutes, on a mis l'absorbance à 430 nanomètres. Et nous avons utilisé la quercétine comme référence. Nous avons évalué l'activité antioxydante par la solution métabolique du DPPH de 0,3 mmol et le pourcentage d'inhibition a été calculé par la formule écrite sur le diapo. Cette réaction est basée sur la réduction du radical libre DPPH de coloration violet en une molécule stable DPPHH de coloration jaune-orange sous l'effet d'un antioxydant. Concernant les résultats, l'étude de rendement en fonction du temps pour l'huile essentielle de la sciure de Rouissette a révélé que le rendement optimal est obtenu après 6 heures d'extraction. Ce tableau compare les rendements en huile essentielle et en extrait organique des différentes parties du tuya des deux régions étudiées. Nous remarquons que la sciure de Rouissette est la plus riche en huile essentielle, alors que les meilleurs rendements en extraits sont les extraits méthanoliques, suivis des extraits hydroalcooliques et enfin d'acétate d'éthyle. La composition chimique des huiles essentielles obtenues par CPG couplé spectre de masse sont représentées sous forme d'étapes. Voilà les résultats de la composition chimique de l'huile essentielle de la sciure de Rouissette. Des cônes, des feuilles et des feuilles de CDFI. Voici le tableau qui résume l'ensemble des résultats obtenus précédemment. Pour les huiles essentielles de tuya de Rouissette, la sciure contient majoritairement le totarol, carvacrol, alba-cétrel, cédrol, thymol, méthyléther. Les plantes comportent l'alpha-pinène, bilimonène, alpha-compholénal, verbenol et pénocardiol. Les feuilles renforment de l'acétate de bornyle, alpha-pinène, le camphre, borniol et bêta-percène. Et l'huile essentielle des feuilles de CDFI sont plutôt riches en acétate de bornyle, camphre,
bêta-ocimène, limonène et bornéo. Ce tableau résume les résultats du screening phytochimique des différentes parties de la plante étudiée. Ces tests phytochimiques ont permis de mettre en évidence la présence des alcaloïdes, des flavonoïdes et des saponosides dans différentes parties étudiées, et l'absence des stérols pour les cônes et la présence des tanins galliques pour les feuilles ruisseuses. Pour le dosage des polyphénols, la courbe est établie en utilisant l'acide gallique comme référence et les résultats sont exprimés en microgrammes équivalents d'acide gallique par milligramme d'extrait. Voici les résultats des teneurs en polyphénols totaux des différents extraits. Il est bien clair que les extraits méthanoliques et hydroalcooliques possèdent les teneurs les plus élevées en polyphénols totaux. Et les feuilles de ces diffus sont les plus riches en polyphénols. Voici la courbe d'étalonnage de la quercétine qui est la référence du dosage des flavonoïdes. Les résultats obtenus sont exprimés en microgrammes équivalents de la quercétine par milligramme d'extrait. En dosant les flavonoïdes, on constate que les cônes de Tetraclinus articulata de Commissaire sont les plus riches en flavonoïdes et les extraits méthanoliques comparés aux autres extraits représentent les teneurs les plus élevées en flavonoïdes. Des résultats précédents, on remarque que les teneurs en polyphénol et flavonoïdes totaux varient considérablement d'une partie à l'autre, d'un extrait à l'autre et d'une région à l'autre. Cette différence peut être expliquée selon la littérature par la différence de la nature du sol, période de récolte, le climat, etc. Pour la mesure de l'activité antioxydante des huiles essentielles, nous avons suivi l'évolution du pourcentage de neutralisation en fonction des différentes concentrations. De ce graphe, nous avons pu calculer les valeurs d'ici 5 ans, qui correspondent aux concentrations nécessaires en huile pour réduire 50% des radicaux libres. Sachant que l'IC50 est inversement corrélé avec le pouvoir antioxydant, on a trouvé que tous les échantillons sont réactifs au DPPH, sauf les feuilles de sclérophylle. Le pouvoir antioxydant est très important dans la sciure de Commissaire, les feuilles puis les cônes de Commissaire. Dans le cas des extraits organiques, on a représenté les résultats pour chaque échantillon en fonction du solvant, avec l'acide ascorbique comme référence. Voici les résultats des extraits méthanoliques, des extraits hydroalcooliques et des extraits d'acétate d'éthyle. Les valeurs d'IC50 montrent que les solvants méthanoliques et hydroalcooliques à forte polarité révèlent les valeurs les plus importantes, comparé à celle de l'extrait d'acétate d'éthyle, à faible polarité. Il existe donc une corrélation positive entre la teneur en composés phénoliques et l'activité antioxydante. Puis, ce sont les extraits méthanoliques et hydroalcooliques riches en polyphénol et en flavonoïdes totaux qui ont montré une activité antioxydante élevée, comparée à l'extrait d'acétate à faible teneur en composés phénoliques. Comme conclusion générale, les huiles essentielles de Tetraclinus articulata ont une activité antioxydante très intéressante, en particulier l'huile essentielle de la cyanotropicète, dont l'activité est plus importante que celle de l'acide ascorbique utilisé comme référence. Les fractions méthanoliques et hydroalcooliques des extraits des différentes parties de cette plante possèdent aussi un pouvoir antioxydant intéressant. Cette étude peut trouver une importante application dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire. On a évalué l'activité antioxydante par d'autres méthodes telles que la BTS, FRAP, mais les résultats sont en cours de traitement. Comme perspective, on propose de réaliser des tests de toxicité de Julia, réaliser un fractionnement de ces échantillons et identifier les molécules responsables du pouvoir antioxydant en utilisant des techniques d'identification plus performantes, tester d'autres activités telles que antimicrobiens, anti-inflammatoires, antidiabétiques, etc. Et merci pour votre attention. Ça, c'est ma région de naissance. C'est mieux de valoriser ma région. Et c'est difficile
c'est une autre région qui a différentes propriétés, différents climats, différentes natures du sol, etc. C'est des états que vous obtenez dépendent un peu de la région du climat. Parce qu'une région aride ou il fait chaud, une région humide, oui, ça va pas être la même chose. L'effet de région. ça dépend de. Pour participer dans la conclusion, pour les activités, est-ce que c'est possible de voir est-ce que ces choses sont possibles? Oui. Les activités. Oui, on peut voir. Hein? Les huiles de tuile. Ah, ok, idée. C'est juste une étude. Oui. Pour voir les molécules responsables, ensuite on peut faire l'hémosynthèse ou la synthèse de ces molécules actives. Premièrement, j'aimerais bien remercier mon cher camarade pour cette présentation. Sincèrement, il est énorme. Donc, tu as donné une vision globale sur votre projet, sur lequel je travaille votre mémoire. Donc, je pense que la plupart des étudiants, chercheurs, fait des activités anti-occidentales. Est-ce que tu n'as pas une prévention pour travailler, pour faire d'autres tests, par exemple des activités anti-cancer ou bien des activités antibiotiques, parce qu'aujourd'hui, si on arrête des plantes qui ont des propriétés pharmacologiques pour les cancers, c'est très dangereux. Là, je suis un étudiant de première année de doctorat. Ce que vous avez dit, c'est dans vos perspectives de recherche, d'évaluer par d'autres, d'évaluer le travail par d'autres méthodes, par d'autres techniques. Avec cet exposé, on termine la 4e session et on va passer directement à la 5e session. C'est la session du système quantique et interaction rayonnement complémentaire. Et on passe la parole au professeur Mustafa Moussa, enseignant, chercheur à l'université d'Indiana. Donc, concernant la 5e session, le premier exposé sera exposé par Jean-Marc Grasse. Ça concerne la quantification des corrélations en utilisant le concept de bonjour tout le monde. Donc, ravi d'être ici parmi vous pour faire une présentation. Une présentation qui s'intitule Quantification des corrélations quantiques par l'entropie gaussienne de René d'ordre 2. Donc, premièrement, je commence par introduire rapidement la notion d'entropie de René. Donc, les entropies de René ont été introduites en 1960 par Raphaël de René comme une généralisation du concept d'entropie. Donc, l'ensemble des entropies de René s'écrit sur la forme suivante. Donc, s'écrit en fonction d'un paramètre alpha pour un état quantique ρ. Donc, avec alpha est un entier strictement positif. Donc, à la limite, lorsque alpha tend vers 1, on trouve lorsque alpha tend vers 1, on trouve la fameuse relation ou l'entropie de von Neumann. Pour le cas le plus simple, alpha est égal à 2. Donc, on trouve ce qu'on appelle l'entropie de René d'ordre 2. Dans ce papier publié en 2012 par Gérard Donadeau et ses collaborateurs,
Dans ce papier, ils ont démontré que l'entropie d'Origny d'ordre 2 peut être. Donc, dans ce papier, à des collaborateurs, ils ont démontré que l'entropie d'ordre 2, il peut être bien s'adapter avec le formalisme gaussien. Ceci nous permet de. Donc, l'adaptation de l'entropie d'ordre 2 avec le formalisme gaussien nous permet de développer un ensemble de quantificateurs de différentes formes de corrélation quantique. Récemment, sous la direction du professeur Mohamed Daoudi et Rachid Al-Amara, nous avons publié un papier dans lequel nous avons étudié deux formes de corrélation quantique. Il s'agit de l'intrication et la discorde quantique, en utilisant un système optomécanique, bien entendu en utilisant l'entropie d'Origny d'ordre 2 gaussienne. Donc le système sur lequel nous avons travaillé, c'est un système optomécanique. Il se constitue de deux cavités type Fabry-Perot. Donc chaque cavité est constituée de deux miroirs. Chaque cavité, ici on a deux cavités, cavité 1, cavité 2. Chaque cavité est constituée de deux miroirs. L'un est fixe, avec un taux de transmission nul, ça veut dire réflexion totale. L'autre avec un taux de transmission non nul. Pour laisser passer la lumière laser. Donc, puisque les deux cavités sont spatialement séparables ou spatialement disjointes, donc pour qu'on puisse les corréler, donc on doit utiliser un système auxiliaire, c'est la limite comprimée. Donc notre objectif c'est la quantification des corrélations quantiques qui peuvent se manifester entre deux modes mécaniques. Donc en utilisant bien entendu l'entropie gaussienne d'ordre 2. Donc pour quantifier les deux aspects différents de corrélation quantique sur lesquels nous avons travaillé, les deux aspects de corrélation quantique quantifiés, c'est l'intrication et la discorde. L'intrication a été quantifiée par l'intrication gaussienne de Origny d'ordre 2 et la discorde quantique a été quantifiée par la discorde gaussienne de Origny d'ordre 2. Donc nous avons obtenu différents résultats. Donc on se limite ici. J'ai présenté deux figures. Donc ici, on a le comportement de l'intrication en fonction de la température. Par contre, ici, c'est le comportement de la discorde en fonction de la température. Donc, brièvement, après avoir analysé ces deux courbes, on remarque que l'intrication et la discorde, les deux, a une tendance de se dégrader ou de se décroître avec l'augmentation de la température. Deuxième remarque, c'est que pour les hautes températures, l'intrication a une tendance de disparaître complètement. Par contre, la discorde, même avec des hautes températures, il reste non nul. Finalement, la discorde, les deux, également l'analyse ou la comparaison des deux courbes montre que la discorde mesurée dans des états qui sont intriqués et se dégrade rapidement par rapport à la discorde mesurée dans les états qui sont séparables. Maintenant, pour conclure, donc nous avons quantifié deux aspects de corrélation quantique et la discorde quantique d'intrication en utilisant un système automécanique constitué par deux cavités Fabry-Perot. Pour effectuer la mesure, pour la quantification des corrélations quantiques, on a employé la discorde d'Origny d'ordre 2. Donc les résultats obtenus montrent que l'intrication et la discorde ont une tendance de se dégrader rapidement sous l'effet de la température. Deuxième remarque, c'est que la discorde peut être détectée même dans des hautes températures. Également, la discorde mesurée, les résultats obtenus montrent que la discorde mesurée dans des états qui sont séparables est plus robuste que celle mesurée dans des états intriqués. Donc mon exposé touche à sa fin et merci beaucoup.